17. Diviser pour mieux régner. La stratégie de la conquête par la division. Lorsque vous observez votre ennemi, ne vous laissez pas intimider par les apparences. Tentez plutôt d'examiner les différentes parties qui forment le tout. En les éloignant les unes des autres, en semant la zizanie et la division de l'intérieur, vous pourrez affaiblir, voire anéantir le plus redoutable ennemi. En mettant au point votre stratégie, travaillez les esprits pour semer le conflit. Étudiez les articulations et les liens, ces détails qui rapprochent les individus en un groupe ou qui rapprochent un groupe d'un autre. La division est une faiblesse et les articulations sont la faille de toute structure. Face à un ennemi ou à un conflit, divisez le tout en toutes petites parties aisément solubles. La position centrale. Au début du mois d'août de l'an 490 avant Jésus-Christ, les citoyens d'Athènes apprirent qu'une flotte perse considérable approchait des côtes à une petite quarantaine de kilomètres au nord, au large de la plaine côtière de Marathon. Un vent de panique souffla sur la cité grecque. Tous les Athéniens connaissaient les intentions perses, capturer la cité, dissoudre cette jeune démocratie et restaurer le tyran, Hippias, avant de vendre les citoyens comme esclaves. 8 ans plus tôt, Athènes avait envoyé des navires pour soutenir les cités grecques d'Asie mineure qui se rebellaient contre le roi Darius, à la tête de l'Empire perse. Ils étaient rentrés chez eux après quelques batailles, constatant rapidement qu'ils étaient inutiles, mais ils avaient participé à l'incendie de la cité de Sardes. C'était un outrage impardonnable que Darius comptait venger. La situation d'Athènes semblait totalement désespérée. L'armée perse était gigantesque. Elle comptait quelques 80 000 guerriers naviguant sur des centaines de navires. Ils possédaient une excellente cavalerie et les meilleurs archers au monde. En face, Athènes n'avait qu'une infanterie de 10 000 hommes. Elle avait envoyé des messagers à Sparte pour demander des renforts, mais la cité célébrait la fête de la lune, période de trêve sacrée. Les Spartiates enverraient des troupes dès que possible, mais Athènes ne pouvait se permettre d'attendre une semaine. Il serait trop tard. En outre, un groupe de sympathisants perses au sein même de la cité, les familles les plus aisées, attendaient, malgré la démocratie, le retour d'Hippias et tentaient de diviser la cité de l'intérieur. Non seulement les Athéniens allaient devoir combattre les Perses seuls, mais en plus, ils devraient gérer des problèmes de dissension interne qui les affaibliraient inévitablement. Les dirigeants de la démocratie athénienne se rassemblèrent pour discuter des solutions dont ils disposaient. Le résultat ne fut guère encourageant. La majorité d'entre eux défendaient l'idée de concentrer les forces en dehors de la ville pour former un cordon défensif. Là, ils pourraient attendre les Perses et se battre en terrain connu. Mais l'armée perse était suffisamment importante pour encercler la ville par la mer comme par la terre et faire blocus. L'un des dirigeants, Miltiade, fit une autre proposition. Il suggéra de conduire toute l'armée athénienne à Marathon, à un endroit où la route vers Athènes se réduisait à un passage étroit le long de la côte. Certes, Athènes ne serait plus protégée. Essayer de bloquer l'avancée perse sur terre laisserait la côte exposée à une attaque par la mer. Mais Miltiade s'appuya sur le fait que seule l'occupation de ce passage éviterait un siège. Il avait combattu les Perses en Asie mineure et était le militaire athénien le plus expérimenté. Son plan fut approuvé. Quelques jours plus tard, 10 000 fantassins athéniens se mirent en route vers le nord. Des esclaves portaient leurs lourdes armures, des ânes et des mules transportaient le ravitaillement. Lorsqu'ils atteignirent le passage qui donnait sur la plaine de Marathon, ils eurent un coup au cœur. À perte de vue, la côte était couverte de tentes de chevaux et de soldats perses. Leurs navires encombraient le rivage. Pendant plusieurs jours, aucune armée ne se décida. Les Athéniens n'avaient d'autre choix que de tenir leur position. Sans cavalerie, en sous-nombre,
comment combattre à Marathon. S'ils patientaient suffisamment, peut-être que Sparte enverrait des renforts. Mais qu'attendaient les Perses? Au cours de la nuit précédant le 12 août, des éclaireurs grecs, qui travaillaient apparemment pour les Perses, passèrent du côté athénien et rapportèrent des nouvelles stupéfiantes. À la faveur de la nuit, les Perses s'étaient déplacés jusqu'à la baie de Phalère, près d'Athènes, emportant la plus grande partie de la cavalerie et ne laissant à Marathon que 15 000 soldats. Ils comptaient prendre Athènes par la mer, puis marcher sur le nord, prenant ainsi l'armée athénienne en étau à Marathon. Sur les 11 commandants de l'armée athénienne, seul Miltiade garda son calme et parut même soulagé. C'était l'occasion qu'il attendait. Comme l'aube approchait, il défendit l'idée d'une attaque immédiate sur l'armée perse à Marathon. Les autres n'étaient guère enthousiastes. L'ennemi était toujours en surnombre, possédait une bonne cavalerie et pléthore d'archers. Mieux valait attendre les Spartiates, qui ne devaient plus tarder. Mais Miltiade comptait sur le fait que les Perses avaient divisé leurs forces. Pour les avoir déjà combattus, il savait que les fantassins grecs étaient plus disciplinés et plus courageux. Les Perses n'étaient qu'à peine plus nombreux. La victoire était possible. En outre, même s'ils avaient le vent avec eux, les navires perses n'atteindraient pas la baie de Phalère avant 10 ou 12 heures. Là, il leur faudrait encore du temps pour débarquer les troupes et les chevaux. Si l'armée athénienne gagnait rapidement à Marathon, elle aurait juste le temps de retourner à Athènes pour défendre la cité dans la foulée. Si l'on attendait trop, les renforts spartiates n'arriveraient peut-être jamais. Les Perses les prendraient en étau et, pire encore, leurs sympathisants à Athènes trahiraient probablement la ville et ouvriraient ses portes aux barbares. C'était maintenant ou jamais. Par un vote de 6 contre 5, ils décidèrent d'attaquer à l'aube. À 6 heures du matin, les Athéniens lancèrent la charge. Ils furent accueillis par une pluie de flèches perses, mais se rapprochèrent assez vite pour passer immédiatement au corps à corps. Comme Miltiade l'avait prédit, les Athéniens eurent le dessus. Ils repoussèrent les Perses jusqu'au marécage qui bordait le nord de la plaine, où des milliers de soldats se noyèrent. Les eaux furent rougies du sang ennemi. À 9 heures du matin, les Athéniens avaient repris le contrôle de la plaine en ayant perdu moins de 200 hommes. Bien qu'épuisés par cette bataille, les Athéniens n'avaient que 7 heures pour faire les 40 kilomètres qui les séparaient d'Athènes et arrêter les Perses. Personne n'eut le temps de se reposer. Ils coururent aussi vite que leurs pieds purent les porter, chargés de leurs lourdes armures, mais poussés par l'idée de ce danger immédiat qui menaçait leurs familles et leurs compatriotes. À 4 heures de l'après-midi, le plus rapide d'entre eux avait atteint un point dominant la baie de Phalère. Les autres suivaient de près. Quelques minutes après leur arrivée, la flotte perse entra dans la baie. Quelle ne fut pas leur surprise de voir des milliers de soldats athéniens couverts de sang et de poussière, épaule contre épaule, prêts à défendre leur terre. Les Perses jetèrent l'ancre et attendirent quelques heures, puis reprirent le large et retournèrent chez eux. Athènes était sauvée. Interprétation. La victoire de Marathon et la course vers Athènes constituèrent certainement l'un des moments clés de l'histoire athénienne. Si les soldats n'étaient pas arrivés à temps, les Perses auraient pris la cité, puis probablement toute la Grèce, et de là se seraient répandus sur toute la Méditerranée. Aucune puissance de l'époque n'aurait pu les arrêter. Le cours de l'histoire en aurait été irrévocablement changé. Le plan de Miltiade était très risqué, mais basé sur des principes intemporels. Lorsqu'un ennemi puissant attaque en force et menace de vous empêcher d'avancer et de prendre l'initiative, vous devez l'obliger à diviser ses forces pour les combattre unité par unité, en détail, comme disent les militaires. La clé de la stratégie de Miltiade fut son intuition de situer le combat à Marathon. En barrant la route vers Athènes,
Il occupait une position primordiale au lieu de rester dans la périphérie du sud. Toute l'armée bloquait le passage. Les Perses auraient du mal à passer au travers, ils risquaient de perdre beaucoup d'hommes. C'est pourquoi ils divisèrent leurs forces avant que des renforts n'arrivent de Sparte. Une fois divisés, leur cavalerie éparpillée, ils perdirent l'avantage de leur position centrale de laquelle ils auraient pu dominer la guerre. Pour les Athéniens, il était impératif de combattre d'abord la plus petite des forces, celle qui était restée à Marathon. Cela fait, ayant pris la position centrale, la route était libre vers Athènes, alors que les envahisseurs devaient faire un détour par la côte. Premiers arrivés à Phalère, les Athéniens ne laissèrent pas aux Perses le temps ni la place de débarquer. Ces derniers auraient pu retourner à Marathon, mais l'arrivée de ces soldats athéniens couverts de sang leur indiqua qu'ils avaient déjà perdu une bataille. Leur morale s'effondra. La seule solution restait de battre en retraite. Il y aura des moments où vous devrez faire face à un ennemi puissant, un adversaire destructeur qui aura juré votre perte ou une montagne de problèmes qui vous paraîtront insurmontables. Il est tout à fait naturel de se sentir intimidé par ces situations qui risquent de vous paralyser ou de vous faire espérer en vain que le temps apporte une solution. Mais c'est une loi de la guerre. Lorsque vous laissez une force supérieure venir vers vous, solide et solidaire, vous diminuez vos chances de gagner. Une armée large et puissante en mouvement prend de l'élan si elle n'est pas arrêtée. Vous vous sentirez très vite débordé. Paradoxalement, le choix le plus sage est de prendre un risque, d'aller à la rencontre de votre ennemi, d'essayer de saper sa dynamique par la force ou en l'obligeant à se diviser. Pour cela, la meilleure solution est d'occuper le centre. Pensez la bataille ou le conflit comme sur une sorte d'échiquier. Le centre de l'échiquier est géographique, comme un marathon, ou psychologique. Les leviers de pouvoir à l'intérieur d'un groupe, le soutien d'un allié important, le trouble fait dans l'œil du cyclone. Prenez le centre de l'échiquier pour obliger l'ennemi à se diviser et à tenter de vous frapper sur plusieurs fronts en même temps. Ces plus petites unités sont maniables, malléables, et peuvent être alors plus facilement vaincues ou forcées de se diviser à nouveau. Lorsqu'une grande unité commence à se scinder, elle finit toujours par se déliter intégralement. Si votre armée est face à l'ennemi et que celui-ci paraît puissant, tâchez d'attaquer sur un point précis. Si vous obtenez la victoire, quittez ce point et passez au suivant. Et ainsi de suite, comme si vous descendiez une route sinueuse. Miyamoto Musashi, 1584-1645. Frapper les articulations. Alors que Boston n'était encore qu'une colonie, Samuel Adams, 1722-1803, avait, dès sa jeunesse, un désir profond qui le guida toute sa vie. Les colonies américaines, pensait-il, devaient un jour gagner leur totale indépendance vis-à-vis de l'Angleterre et établir un gouvernement basé sur les écrits du philosophe anglais John Locke. D'après ce dernier, un gouvernement se doit avant tout de respecter la volonté de ses citoyens. Lorsque ce n'est pas le cas, ce gouvernement n'a aucune légitimité. Adams avait hérité de son père une brasserie, mais il n'avait aucun sens des affaires. Tandis que la brasserie courait droit à la faillite, il passait son temps à écrire des articles sur Locke et sur ses rêves d'indépendance. Il avait une excellente plume, suffisamment pour que ses articles soient publiés, mais ses idées n'étaient pas prises au sérieux. Il était considéré comme un doux rêveur qui n'avait pas vraiment les pieds sur terre. Il avait cet éclat dans le regard qui faisait dire de lui qu'il avait une araignée au plafond. Le problème était que les liens entre l'Angleterre et l'Amérique restaient très étroits. Les colons, les Anglais qui avaient fui l'Angleterre et qui deviendraient plus tard des Américains, avaient certes des motifs de mécontentement, mais personne ne parlait vraiment d'indépendance. Adams se mit à avoir des accès de dépression. La mission qu'il s'était donnée semblait vaine et sans espoir.
Les Anglais avaient désespérément besoin d'argent et comptaient beaucoup sur les colonies. En 1765, ils établirent le Stamp Act, droit de timbre. Pour tout document légal, les hommes d'affaires américains devaient fournir un timbre de la couronne d'Angleterre. Les colons devenaient chatouilleux sur la question des taxes payées à l'Angleterre. Le Stamp Act était une sorte de nouvelle taxe et ça ronchonnait dans les tavernes. Mais là encore, la majorité ne semblait pas s'en émouvoir outre mesure. Cependant, pour Adams, le Stamp Act était l'occasion qu'il avait toujours attendue. Il avait enfin une cible précise. Il inonda les journaux des colonies d'éditoriaux enflammés contre cette loi. Sans même consulter les colonies, écrivait-il, l'Angleterre imposait un nouveau genre de taxe totalement illégitime, un premier pas vers la tyrannie. Ces éditoriaux étaient merveilleusement écrits. La critique était audacieuse. Cela attira l'attention de beaucoup sur le Stamp Act et le mécontentement se répandit. Adams n'avait jamais fait qu'écrire des articles, mais maintenant que l'affaire avait mis le feu aux poudres, il fallait encourager le mouvement. Depuis plusieurs années déjà, il fraternisait avec la classe laborieuse. Les dockers et leurs semblables considérés comme de la racaille par les gens bien élevés. Il rassembla ces hommes en une organisation qu'il baptisa les Fils de la Liberté. Le groupe envahit les rues de Boston en scandant un slogan d'Adams « Liberté, propriété et pas de timbre ». Ils brûlèrent les effigies d'hommes politiques qui avaient promulgué le Stamp Act. Ils distribuèrent des tracts reprenant les arguments d'Adams. Ils intimidèrent les futurs distributeurs de timbres et détruisirent même l'un de leurs bureaux. Adams voulait de l'éclat, des flammes, faire du bruit pour répandre ses idées. La dynamique était lancée et Adams ne voulait plus s'arrêter. Il organisa une grève de tout l'État le jour où la loi fut votée. Les magasins fermèrent, les tribunaux furent désertés. Puisqu'aucune transaction ne serait possible dans le Massachusetts, aucun timbre ne serait acheté. Le boycott remporta un franc succès. Les articles, les manifestations et le boycott d'Adams firent beaucoup de tapage en Angleterre. Les membres du Parlement sympathisant des colons américains s'élevèrent contre cette loi. Le roi George III, excédé, finit par révoquer l'acte en avril 1766. Pour les Américains, c'était une première victoire. Mais les Anglais étaient vexés de cette défaite et l'année suivante, ils lancèrent une autre série de taxes indirectes appelée le système Townshend, du nom du législateur Charles Townshend. Mais ils avaient clairement sous-estimé leurs ennemis et Adams se remonta au créneau. Comme il l'avait fait pour le Stamp Act, il écrivit un nombre incalculable d'articles sur la nature des taxes que les Anglais essayaient de masquer, soulevant à nouveau les foules. Il organisa de nouvelles manifestations avec les Fils de la Liberté, lesquels furent plus menaçants et violents que jamais. Les Anglais furent même obligés d'envoyer des troupes à Boston pour pacifier la région. C'était le but d'Adams depuis le début. Il avait réussi à faire monter la tension. Plusieurs échauffourées entre les Fils de la Liberté et les troupes anglaises mirent les soldats à cran. Les plus nerveux finirent par tirer sans sommation et tuèrent plusieurs Bostoniens. Adams appela cela le massacre de Boston et mit ainsi le feu aux poudres dans les colonies. Avec les habitants de Boston, désormais bouillonnants de colère, Adams organisa un autre boycott. Aucun citoyen du Massachusetts, pas même une prostituée, ne vendit quoi que ce soit à un soldat anglais. Personne ne leur loua de logement. On les fuyait dans les rues et les tavernes, on évitait même leurs regards. Cette mise à l'écart ruina le moral des troupes anglaises. Isolés, montrés du doigt, beaucoup d'entre eux désertèrent ou trouvèrent le moyen de retourner en Angleterre. La nouvelle des tensions dans le Massachusetts se répandit aux quatre coins du pays. Partout, les colons se mirent à parler des exactions anglaises à Boston, de leur usage de la force, des taxes cachées, de l'attitude condescendante des Anglais.
Puis, en 1773, le Parlement vota le Tea Act, qui était, prétendait-il, une tentative inoffensive pour sauver la Compagnie des Indes orientales en lui attribuant le monopole virtuel de la vente du thé dans les colonies. La loi prévoyait aussi la levée d'une taxe symbolique, mais même alors, cela faisait baisser le coût du thé dans les colonies, puisque les intermédiaires, les importateurs coloniaux, n'avaient plus de raison d'être. Mais le Tea Act avait des effets pervers, et Adams y vit l'occasion de porter le coup de grâce. La loi allait ruiner de nombreux importateurs de thé des colonies. Elle incluait en outre une nouvelle taxe cachée, une de plus. En échange d'un thé moins cher, les Anglais foulaient aux pieds les principes de la démocratie américaine. Plus enflammé que jamais, Adams se fit circuler des articles qui rouvrirent les plaies du Stamp Act et du massacre de Boston. Lorsque les navires de la Compagnie des Indes orientales arrivèrent à Boston à la fin de l'année, Adams participa à l'organisation d'un boycott national du thé. Il n'y eut personne pour décharger les cargos. Aucun entrepôt n'accepta de stocker les denrées. Et par une nuit du mois de décembre, après qu'Adams se fut adressé à la ville lors d'un discours enfiévré sur le Tea Act, un groupe des Fils de la Liberté, déguisés en Indiens Mohawks et couverts de peinture, déboula sur les quais en poussant des cris de guerre, grimpa sur les bateaux et les détruisit après avoir jeté le thé par-dessus bord, tout cela dans une ambiance de joyeux chahut. Cette provocation, que l'on désigna plus tard sous le nom de la Boston Tea Party, fut le point de non-retour. Les Anglais ne purent balayer l'affaire sous le tapis. Ils fermèrent le port de Boston et imposèrent la loi martiale dans le Massachusetts. Il n'y avait plus aucun doute. Acculés par Adams, les Anglais se montrèrent aussi tyranniques qu'ils l'avaient prédit. Bien entendu, leur présence militaire dans le Massachusetts fut, comme on pouvait s'y attendre, impopulaire, et il ne fallut que quelques mois pour que la violence éclate. En avril 1775, les soldats anglais firent feu sur des miliciens du Massachusetts, à Lexington. Ce fut l'étincelle qui embrasa tout. Adams était parvenu à soulever une guerre. Interprétation. Avant 1765, Adams avait travaillé dans l'idée que des arguments logiques et raisonnés suffiraient à convaincre les colons de la justesse de sa cause. Mais avec les années, les échecs s'accumulèrent et il dut faire face à la réalité qui voulait que les colons fussent encore très attachés à l'Angleterre, comme des enfants à leurs parents. La liberté comptait moins que la protection qu'offrait l'Angleterre et le sentiment d'appartenance dans cet environnement inconnu. Lorsque Adams eut compris cela, il reformula ses objectifs. Au lieu de prêcher l'indépendance et les idées de John Locke, il fit tout pour empoisonner les liens entre les colonies et l'Angleterre. Progressivement, les enfants perdirent confiance en leurs parents. Ce n'était plus une protection, mais une domination. Ils étaient exploités et ne profitaient pas du fruit de leur travail, accaparés par le tyran anglais. Le lien des colonies avec l'Angleterre s'effrita, et enfin, les arguments d'Adams pour l'indépendance furent entendus. Les colons finirent par trouver leur identité, non pas en Angleterre, mais en eux-mêmes. Avec la campagne du Stamp Act, Adams découvrit la stratégie, le pont entre ses idées et la réalité. Le but de ses écrits était maintenant d'éveiller la colère populaire. Les manifestations qu'il organisa visaient à créer et accroître le mécontentement des classes moyennes et pauvres, élément clé de la révolution à venir. Son usage innovant du boycott avait pour but de faire enrager les Anglais au point de les pousser à la violence. Leur réaction virulente contrasta brillamment avec le pacifisme relatif des colons. Il s'avérait aussi tyrannique qu'Adams l'avait annoncé. Adams travailla également à semer la zizanie parmi les Anglais. Leur unité se délita. Le Stamp Act, comme le Tea Act, n'avait en soi guère d'importance, mais Adams s'en servit et en fit des chevaux de bataille
ce qui creusa le fossé entre les deux parties. Il faut savoir que les arguments purement logiques sont sans effet. Personne ne réagit, vous prêchez dans le désert. À la guerre, pour attirer l'attention et influencer les foules, il faut d'abord les détacher de ce qui les relie au passé, de ce qui les empêche d'évoluer. En général, ces liens ne sont pas rationnels. En faisant appel aux émotions profondes des masses, vous éclairerez le passé sous un angle nouveau, comme une tyrannie ennuyeuse, dangereuse, immorale. Ce n'est qu'ensuite que vous pourrez instiller de nouvelles idées, modifier les perceptions, combattre de nouvelles causes, créer de nouveaux liens. Pour rallier les foules à votre combat, vous devez commencer par les séparer du passé. Une fois que vous avez trouvé votre cible, vous devez déterminer les liens qui l'entravent, la bloquent et l'empêchent d'avancer vers l'avenir. L'articulation est le point faible de toute structure. Brisez-la pour semer la division et rendre l'ensemble vulnérable au changement. Divisez les esprits pour mieux les conquérir. Faites croire à l'ennemi que le soutien lui manque. Coupez, dépassez, tournez. 1000 manières de persuader ces hommes de l'isolement. Isolez pareillement ces escadrons, ces bataillons, ces brigades, ces divisions, et à vous la victoire. Charles Ardant du Picq, 1821-1870, études sur le combat. Les clés de la guerre. Il y a des millions d'années, nos premiers ancêtres étaient particulièrement faibles et vulnérables. Pour survivre dans l'environnement hostile qui était le leur, les animaux avaient la vitesse, des griffes et des crocs, une fourrure contre le froid et de multiples avantages qui les protégeaient. Les hommes n'avaient rien de tout cela et devaient se sentir terriblement seuls et exposés. L'unique façon de compenser de telles faiblesses était de se constituer en groupe. Le groupe ou la tribu offrait une défense contre les prédateurs, ainsi qu'une grande efficacité à la chasse. Dans un groupe, il y a toujours quelqu'un pour surveiller vos arrières. Mais plus le groupe est important, plus il est complexe. C'est l'origine de la division du travail. De nombreux individus purent ainsi se libérer des besoins immédiats liés à la survie et consacrer leur temps et leur énergie à des tâches plus nobles. Ces différents rôles se soutenaient et se renforçaient mutuellement. C'est ainsi que grandit la force de l'espèce humaine. Au fil des siècles, ces groupes s'élargirent et se complexifièrent plus encore pour former des sociétés. En apprenant à vivre dans les villes et en colonies, l'homme découvrit qu'il pouvait échapper à ce sentiment de danger immédiat qu'il avait toujours connu. La vie en communauté lui offrait aussi une protection psychologique subtile, mais indispensable. Les hommes finirent donc par oublier la peur qui les avait d'abord poussés à vivre en société. Seul un groupe, l'armée, gardait cet instinct vivace. Le mode de combat standard dans l'Antiquité était le corps à corps. Un drame effrayant au cours duquel tous les individus étaient exposés à la mort qui pouvait frapper de tous côtés. Les dirigeants militaires apprirent très tôt à organiser leurs armées en formation serrée. Compter sur ses camarades pour ne pas battre en retraite ni être exposé permettait aux soldats d'affronter l'ennemi avec plus de confiance. Les Romains poussèrent la stratégie jusqu'à placer les plus jeunes et les plus impétueux au premier rang, les meilleurs combattants et les plus expérimentés à l'arrière, et les soldats restants au milieu. Ceux qui étaient les plus faibles et les plus sujets à la panique étaient donc entourés par les plus courageux et les plus fiables. Ils se sentaient en sécurité. Pas une seule armée n'entrait dans la bataille avec autant de cohésion et de confiance que les légions romaines. Ayant étudié les stratégies antiques, le colonel et écrivain Ardant du Picq, militaire du XIXe siècle, remarqua un phénomène particulier. Au cours des batailles les plus célèbres, la victoire d'Hannibal sur les Romains à Cannes, ou celle de Jules César sur Pompée à Pharsale, par exemple, les pertes des deux parties étaient incroyablement disproportionnées. Quelques centaines chez les vainqueurs et des milliers chez les vaincus. Selon Ardant du Picq, dans ces cas-là, à travers une subtile manœuvre,
l'armée victorieuse avait réussi à surprendre l'ennemi et à diviser ses rangs. Perdant leur cohésion et leur solidarité, les soldats se trouvaient isolés et paniqués, jetaient leurs armes et fuyaient. Et un soldat qui tourne le dos à l'ennemi devient une cible idéale. Des milliers d'hommes furent ainsi massacrés. Ces grandes victoires étaient donc avant tout psychologiques. À Cannes, Hannibal était clairement en sous-nombre, mais en mettant les Romains en position de vulnérabilité, il sema la panique. Les soldats romains fuirent en désordre, constituant autant de proies faciles. C'est un phénomène universel. Le soldat qui se sent abandonné par ses pairs est renvoyé vers une intolérable terreur primitive. Il craint de mourir seul. Beaucoup de génies militaires se sont servis de cette peur dans leur stratégie. Gengis Khan maîtrisait cet art à merveille, usant de la mobilité de sa cavalerie pour rompre les communications entre ses ennemis. Il isolait chaque petite unité qui était ainsi terrifiée, vulnérable. L'un de ses principaux buts était d'instiller cette peur fondamentale. Cette stratégie de la division fut aussi très prisée, entre autres par Napoléon, ainsi que par les forces de guérilla de Mao Tse-tung. La nature humaine n'a pas évolué. Au plus profond du citadin le plus civilisé persiste cette peur d'être seul, de n'être pas soutenu face au danger. Aujourd'hui, les gens sont plus dispersés, la société est moins soudée, mais cela ne fait que renforcer le besoin de chacun d'appartenir à un groupe, d'avoir un solide réseau d'alliés, de se sentir soutenu et protégé de toutes parts. Sans ce sentiment, on en revient à l'état de nourrisson, terrifié jusqu'à la paralysie par sa propre vulnérabilité. La stratégie de la division n'a jamais été plus efficace qu'aujourd'hui. Isoler l'individu du groupe afin qu'il se sente aliéné, seul, fragile, et vous l'affaiblirez considérablement. Ce moment de faiblesse vous laissera alors le champ libre pour l'acculer, le séduire ou le forcer à battre en retraite. Dans les années 1960, l'un des disciples de confiance les plus proches de Mao était son ministre de la Défense, Lin Biao. Personne n'était plus dithyrambique que lui à l'endroit du dirigeant chinois. Mais en 1970, Mao finit par douter de cette flatterie. Lin complotait pour devenir son successeur. Il était particulièrement dangereux parce qu'en tant que ministre de la Défense, il avait de nombreux alliés parmi les militaires. Mao fit preuve d'une grande subtilité. En public, il continua à soutenir Lin, comme s'il le considérait lui-même comme son successeur. Cela calmait la méfiance naturelle du conspirateur. Mais parallèlement, Mao chassa ou rétrograda quelques-uns des alliés militaires les plus fidèles de Lin. Le ministre de la Défense était très radical et avait des positions d'extrême gauche sur à peu près toutes les questions. Mao le poussa à proposer ses idées les plus radicales pour la restructuration de l'armée, sachant pertinemment qu'il n'aurait aucun succès. Le réseau d'alliés de Lin parmi les hauts gradés se délita progressivement. Lorsque Lin finit par réaliser que Mao s'était joué de lui, il était déjà trop tard. Il avait perdu sa base de pouvoir. Excédé, effrayé, il tenta d'organiser un coup d'État, un acte désespéré qui le jeta dans la gueule du loup. En 1971, il mourut dans un accident d'avion plus que suspect. Comme Mao l'avait compris, le pouvoir, surtout en politique, est plus une question de relations que de véritable talent. Dans un tel contexte, une personne dont la carrière est en déclin est évitée de tous. Et quelqu'un qui se sent isolé tente à avoir des réactions disproportionnées et à tenter des actes désespérés, ce qui l'isole d'autant plus. Mao s'appliqua donc à isoler son ministre de la Défense afin qu'il perde tout son réseau. S'il l'avait attaqué directement, il se serait enlisé dans une lutte de pouvoir mesquine. En isolant le ministre de sa base, il le fit apparaître faible, sur le déclin, ce qui était beaucoup plus efficace. Avant que vous ne lanciez une attaque directe sur votre ennemi, il est toujours plus sage de l'affaiblir en divisant son camp autant que possible.
Le fossé à creuser est celui qui sépare le gouvernement du peuple ou les soldats des civils. Un leader n'est pas grand-chose s'il n'est plus soutenu par la population. Travaillez donc à faire croire qu'il est autoritaire ou déconnecté de la réalité populaire. Ou bien encore, s'apaisant les fondations, comme le président républicain Richard Nixon le fit en 1972 en séduisant l'électorat des cols bleus qui votait chaque fois démocrate. Il divisa la base du camp adverse. D'ailleurs, depuis, les républicains ont toujours opéré la même stratégie. N'oubliez pas, une fois que l'ennemi est engagé dans un processus de division, la rupture ira s'accélérant. La division entraîne la division. C'est un véritable cercle vicieux. En 338 avant Jésus-Christ, Rome réussit à vaincre son ennemi le plus dangereux du moment, la Ligue latine, confédération de cités italiennes qui s'étaient alliées pour mettre un frein à l'expansion romaine. Mais avec cette victoire, les Romains durent assumer une nouvelle responsabilité. Il fallait gouverner la région. S'ils écrasaient les membres de la Ligue, ils laisseraient un vide de pouvoir. Et la route serait ouverte à un nouvel ennemi qui poserait une menace encore plus importante. Et si Rome engloutissait les cités de la Ligue, cela diluerait son pouvoir et son prestige. Il était en outre impossible de protéger et de diriger véritablement un territoire aussi vaste. La solution des Romains, qu'ils désignèrent plus tard sous le nom de divide et impera, diviser pour régner, fut la stratégie qui fonda l'Empire. Ils ruinèrent la Ligue, mais ne traitèrent pas les différentes cités de la même manière. Ils mirent en place un système au sein duquel certaines cités furent totalement incorporées au territoire romain. Leurs résidents avaient tous les avantages des citoyens romains. D'autres cités furent privées de la plus grande partie de leur territoire, mais obtinrent une quasi-indépendance. D'autres encore furent totalement conquises. Pas une de ces cités n'était suffisamment puissante à elle seule pour oser défier Rome, qui put ainsi conserver sa position centrale. Le dicton restait vrai. Tous les chemins menaient à Rome. La clé du système était que si une cité indépendante faisait preuve de suffisamment de loyauté à l'égard de Rome, ou se battait courageusement pour la ville, elle avait des chances d'être intégrée à l'Empire. Les cités, maintenant séparées les unes des autres, avaient plus intérêt à gagner les faveurs de Rome que celles d'un autre allié. Rome leur offrait le pouvoir, la richesse et la protection. On ne pouvait s'en isoler sans se mettre en danger. Ainsi, les fiers membres de la Ligue latine commencèrent à se battre pour flatter la cité antique. La stratégie de la division est la plus puissante lorsqu'il s'agit d'un groupe, peu importe lequel. Elle est basée sur un principe clé. Quelle que soit la taille et la nature d'un groupe, ses membres ont une tendance naturelle à former des sous-groupes en fonction de leurs intérêts personnels. Le désir primitif de s'unir pour mieux combattre. Ces sous-groupes sont des bases de pouvoir qui, si elles ne sont pas surveillées, menacent l'intégrité du groupe dans son ensemble. La pire des menaces pour un dirigeant est parfois la formation de partis et de factions dans son propre camp, dans la mesure où ces factions donnent la priorité à leurs propres intérêts sur ceux de la collectivité. La solution est alors de diviser pour régner. Pour cela, vous devez vous positionner au centre du pouvoir. Chaque membre du groupe doit savoir qu'il est en compétition avec les autres pour obtenir votre approbation. Il y a plus à gagner à plaire au chef qu'à former un contre-pouvoir au sein du groupe. Lorsque Élisabeth Ier monta sur le trône en 1558, l'Angleterre était une nation divisée. La société était encore marquée par le système féodal et comportait de nombreux centres de pouvoir. La cour elle-même était très segmentée. Pour y remédier, Élisabeth affaiblit la noblesse en dressant délibérément les grandes familles les unes contre les autres. Mais elle resta au centre et devint le symbole de l'Angleterre elle-même, le pivot autour duquel la nation se construisait. À la cour, elle s'assura de rester la seule à avoir plus de pouvoir que les autres. Lorsqu'elle constata que Robert Dudley, puis le comte d'Essex croyaient être ses favoris,
Elle s'empressa de se débarrasser d'eux. La tentation de s'attacher un favori est compréhensible, mais dangereuse. Mieux vaut changer régulièrement de préféré pour en laisser tomber quelques-uns de temps en temps. Assemblez des personnes d'opinions différentes et encouragez-les à s'affronter. Vous pouvez toujours leur dire que c'est une forme saine et louable de démocratie, mais l'effet majeur en est que, pendant que vos subordonnés se battent pour se faire entendre, vous dirigez. Le réalisateur Alfred Hitchcock devait faire face à des ennemis de toutes sortes. Les auteurs, les décorateurs, les acteurs, les producteurs, les commerciaux, bref, toutes les personnes susceptibles de faire passer leur intérêt avant la qualité du film. Les auteurs souhaitaient que leur talent littéraire soit reconnu. Les acteurs désiraient le haut de l'affiche. Les producteurs et les commerciaux que le film se vende bien. Toute l'équipe avait des intérêts divergents. Hitchcock, comme la reine Élisabeth, prit la position centrale, divisant pour mieux régner à sa façon. Le rôle de personnage public qu'il s'était construit faisait partie de cette stratégie. Il était toujours porte-parole des campagnes de publicité pour ses films et mettait un point d'honneur à apparaître au moins une fois dans le tournage, comme un personnage remarquable, drôle et touchant. Il était au centre de chacune des étapes de la production, avant et après le tournage, depuis l'écriture du scénario jusqu'au montage final. Il s'assurait aussi que tous les départements, même celui de la production, restaient à l'écart de ce qu'il faisait. Il avait en tête chaque détail du film, chaque croquis griffonné, chaque note. Nul ne pouvait le contourner. Toutes les décisions passaient par lui. Par exemple, avant de commencer un tournage, Hitchcock décidait lui-même avec précision de la tenue de l'actrice principale. Si la costumière voulait changer quoi que ce soit, il fallait qu'elle passe par lui, ou alors elle risquait gros. Finalement, Hitchcock était comme Rome. Tous les chemins y menaient. Au sein de votre groupe, des factions risquent d'émerger puisqu'un expert dans son domaine n'aura pas forcément le réflexe de venir vous expliquer ce qu'il fait. Mais attention, il ne voit qu'un seul détail du tableau, tandis que vous êtes en charge de la production dans son ensemble. En tant que leader, vous vous devez d'occuper le centre. Tout doit passer par vous. Si une information est à retenir, ce doit être à vous de le faire. C'est là diviser pour mieux régner. Si les différentes unités en charge de l'opération n'ont pas accès à toutes les informations, elles devront passer par vous pour les obtenir. Il n'est pas question de vous surcharger. Il s'agit simplement de garder le contrôle de tout afin d'isoler tout rival potentiel. Au cours des années 1950 et 1960, le général Edward Lansdale était le principal expert américain de la contre-insurrection. Avec le président des Philippines, Ramon Magsaysay, il avait mis au point une stratégie pour réprimer le mouvement de guérilla Huk au début des années 1950. La manœuvre était délicate, plus politique que militaire. Pour Lansdale, la clé du succès résidait dans l'éradiction de la corruption gouvernementale et le renforcement de la cohésion entre le peuple et son gouvernement par des opérations populaires. Cela ôterait toute légitimité aux insurgés et, isolés, ils finiraient par se déliter. Pour Lansdale, c'était une folie que d'imaginer que les rebelles d'extrême gauche pouvaient être battus par la force. En fait, l'usage de la force jouerait même en leur faveur. Ils s'érigeraient en martyrs et gagneraient encore plus de soutien. Pour les insurgés, seule la mise au ban de la société signifiait leur mort. Considérez comme des insurgés les personnes de votre groupe qui donnent la priorité à leurs propres intérêts. Ce sont des Cassius qui tirent parti du mécontentement, sèment la zizanie et engendrent des querelles intestines. Il est toujours possible de dissoudre ce type de faction une fois que vous connaissez leur existence, mais il est préférable de maintenir vos hommes satisfaits et contents afin que les insurgés n'aient rien à se mettre sous la dent. Amers et isolés, ils s'évanouiront tout naturellement. La stratégie du diviser pour régner est inestimable lorsqu'il s'agit d'influencer verbalement les gens.
Commencez par prendre le parti de votre adversaire sur une question quelconque. Mettez-vous de son côté. Cela fait, induisez un doute sur tel ou tel argument en le détournant, en le déformant. Cela sapera la résistance de l'adversaire et créera un conflit interne sur une idée ou une conviction qu'il chérissait. Ce conflit l'affaiblira et le rendra vulnérable à vos suggestions et à votre influence. Le célèbre samouraï japonais du XVIIe siècle, Miyamoto Musashi, eut affaire plusieurs fois à des bandes de guerriers déterminés à le tuer. À sa place, n'importe qui aurait été effrayé, ou du moins aurait hésité. Faiblesse fatale pour un samouraï. Un autre que lui aurait pu encore réagir violemment, essayant de tuer d'une traite autant d'attaquants que possible au risque de perdre le contrôle de la situation. Mais Musashi était avant tout un excellent stratège. Chaque combat était résolu de la façon la plus rationnelle qui soit. Il se positionnait de telle sorte que ses attaquants arrivent vers lui en ligne ou selon un angle donné. Après avoir tué le premier, il liquidait toute la ligne. Loin de se laisser déborder ou de gaspiller de l'énergie, il divisait la bande en groupes. Il lui suffisait de tuer le premier en gardant sa position pour tuer le suivant. Son esprit n'était pas embrouillé par le nombre des attaquants. Résultat, il gardait toute sa concentration et son sang-froid en déséquilibrant ses adversaires. C'étaient eux, finalement, qui étaient les plus troublés et effrayés. Que vous soyez cerné par de nombreux petits problèmes, ou que vous en affrontiez un seul conséquent, vous devez vous mettre dans l'état d'esprit de Musashi. Si la complexité de la situation vous trouble, que vous hésitez, ou que vous foncez sans même réfléchir, vous perdez le contrôle de votre mental, ce qui laisse toute latitude à votre adversaire pour vous submerger. Segmentez toujours les problèmes. Placez-vous en position centrale, puis procédez par étapes, en éliminant les obstacles un à un. Il est souvent plus sage de commencer par le plus petit en maintenant le plus dangereux à l'écart. En attaquant par le plus facile, vous vous inscrivez dans une dynamique physique et psychologique positive qui vous donnera l'énergie nécessaire pour surmonter les problèmes suivants. Le plus important reste de vous montrer rapide face à vos adversaires, comme les Athéniens le firent à Marathon. La stratégie de l'autruche ne fera que multiplier vos problèmes et leur donnera une ampleur parfois dramatique. Image, le nœud. Il est énorme, inextricable, apparemment impossible à défaire. Cet énorme nœud consiste en des milliers de petits, entortillés, entremêlés. Avec le temps, d'autres nœuds s'y ajoutent et le tout devient indémêlable. Au lieu d'essayer de les défaire un par un, dégainez votre sabre et tranchez le nœud d'un seul coup. Alors, une fois divisé en deux, il se dénouera de lui-même. Autorité. Lorsque les vassaux et les feudataires avaient à faire la guerre contre quelques grands princes, ils s'unissaient entre eux, ils tâchaient de troubler tout l'univers. Ils mettaient dans leur parti le plus de monde qu'il leur était possible, ils recherchaient surtout l'amitié de leurs voisins, ils l'achetaient même bien cher s'il le fallait. Ils ne donnaient pas à l'ennemi le temps de se reconnaître, encore moins celui d'avoir recours à ses alliés et de rassembler toutes ses forces. Ils l'attaquaient lorsqu'il n'était pas encore en état de défense. Aussi, s'il faisait le siège d'une ville, il s'en rendait maître à coup sûr. S'ils voulaient conquérir une province, elle était à eux. Quelques grands avantages qu'ils se fussent d'abord procurés, ils ne s'endormaient pas. Ils ne laissaient jamais leur armée s'amollir par l'oisiveté ou la débauche. Ils entretenaient une exacte discipline. Ils punissaient sévèrement quand les cas l'exigeaient, et ils donnaient libéralement des récompenses lorsque les occasions le demandaient. Sun Tzu, IVe siècle avant Jésus-Christ. L'art de la guerre, traduit par Père Joseph Maria Mio, jésuite. A contrario, pour gagner en mobilité, il vous sera utile de diviser vos forces.
comme le fit Napoléon avec son système extrêmement flexible de petites unités qui lui permit d'attaquer sans prévenir sous plusieurs angles en même temps. Mais pour que cela fonctionne, Napoléon coordonnait ses troupes avec une grande précision et contrôlait chacun de leurs mouvements. Le but était toujours de les rassembler pour le coup de grâce. En stratégie de guérilla, un commandant disperse ses forces pour qu'elles soient impossibles à atteindre. Mais pour ce faire, il faut aussi de la coordination. Une armée de guérilleros ne peut servir si les unités ne communiquent pas entre elles. En général, la division de vos forces doit toujours être temporaire, stratégique et contrôlée. Lorsque vous vous attaquez à un groupe pour y semer la dissension, veillez à ne pas frapper trop fort. Vous risquez de provoquer l'effet inverse, c'est-à-dire que l'adversaire se solidarise face à un grand danger. Ce fut l'erreur de Hitler lors des bombardements destinés à sortir l'Angleterre de la Seconde Guerre mondiale. Visant à démoraliser les Anglais, le London Blitz les rendit encore plus déterminés. Ils étaient prêts à endurer un danger immédiat pour vaincre sur le long terme. Cette solidarité fut causée en partie par la brutalité de Hitler et en partie par le phénomène d'une culture prête à se sacrifier pour un plus grand bien. Enfin, dans un monde aussi divisé que le nôtre, le pouvoir vous viendra de votre capacité à préserver un groupe uni et solidaire et à garder l'esprit clair et concentré sur vos objectifs. Le meilleur moyen de garder l'unité au sein d'un groupe est, certes, de susciter l'enthousiasme et de maintenir un bon moral, mais, même conséquent, l'enthousiasme finit par s'évanouir avec le temps. Et si vous comptez trop dessus, vous courez à la catastrophe. La meilleure défense contre ceux qui veulent vous diviser est la parfaite maîtrise de la pensée stratégique. Aucune armée, aucun groupe ne se laisse diviser s'il connaît les intentions de l'ennemi et y répond intelligemment. Comme le découvrit Samuel Adams, la stratégie est votre seul sabre et votre seul bouclier.